Bonjour et bienvenue pour cette dernière conférence de la matinée. Nous allons donc parler toujours de l'expérience client, bien sûr, avec la marque, l'Association pour le management de la réclamation client, qui est partenaire du salon Stratégie Client. La marque est spécialisée donc bien sûr dans la réclamation client et là fera la satisfaction client comme moteur de performance financière. Et comme témoignage client, nous avons Jean-Sébastien Bellet, fondateur associé de Trustim. Bonjour. Nous avons également Stéphane Bourrier, directeur qualité relations de UCPA, mais qui est également président de la marque. Bonjour. Et pour animer le débat, nous avons Marie-Louise Julien, qui est délégué général de la marque. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse la parole. Hop. Avant d'entamer les débats, juste la petite page de pub incontournable de la marque. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je suis sûr que vous êtes nombreux dans ce cas-là. La marque, c'est effectivement l'Association pour le management de la réclamation client. Une association qui a été créée il y a maintenant une dizaine d'années, qui réunit aujourd'hui près de 300 organisations principalement françaises, de privés en service B2C. Et depuis 10 ans, nous nous attachons à répondre aux deux mêmes missions, professionnaliser le management de la réclamation client et le promouvoir. Pour atteindre ces deux missions assez ambitieuses, nous organisons différentes activités, des conventions qui réunissent en moyenne 200-250 participants sur des matinées à thème, en lien évidemment avec le sujet de la réclamation, des groupes de travail, des clubs métiers et autres. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour leur faire prendre conscience que derrière les insatisfactions exprimées par leurs consommateurs, il y a des opportunités pour elles de transformer leurs organisations, d'améliorer leurs services, d'améliorer leur approche RH. Et puis nous le verrons tout à l'heure également, de faire plus d'argent. Et c'est ce qui vous a amené à nous rencontrer ce matin, c'est de voir en quoi effectivement la satisfaction client peut être un moteur de performance financière pour vos organisations. Pour cela, nous avons décidé et choisi de donner la parole à deux personnes qui n'ont rien à voir, l'une et l'autre, si ce n'est qu'elles sont toutes deux effectivement adhérentes de l'association. L'un est un financier, j'aime à le présenter comme l'homme qui valait 1 milliard, puisqu'effectivement il gère un fonds de placement qui compte un petit peu plus d'1 milliard d'euros, près d'1 milliard d'euros. Et puis Stéphane Bourrier, qui lui est dans le domaine associatif, à but non lucratif pour l'UCPA, donc dans le secteur des services, et qui est également donc président de notre association, comme il a été présenté tout à l'heure. Cette intervention sera en 2 temps. On donnera la parole tout d'abord aux financiers, et qui vous donnera des clés, des exemples, des éléments de langage, et puis beaucoup plus encore, pour vous permettre de frapper la porte de vos DAF sans avoir trop peur quand vous avez besoin de moyens, ou de faire la démonstration de l'utilité et du ROI de votre activité client. Et puis ensuite, puisque vous avez aussi probablement des attentes peut-être plus concrètes, plus opérationnelles, j'oserais dire, Stéphane partagera également son expérience, ses indicateurs, qu'on vous invitera à garder pour vous, même s'ils seront diffusés sur Internet d'ici quelques heures, pour vous donner des clés sur la manière dont il peut piloter des chiffres en lien avec le ROI et la finance. Donc une approche satisfaction égale pognon, si j'ose dire, et puis derrière, en quoi une bonne gestion de la réclamation client peut vous permettre également de générer du chiffre d'affaires. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Jean-Sébastien, je vous invite à mieux vous présenter si nécessaire, et puis à présenter. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez jusqu'au fond. Donc, je me présente, Jean-Sébastien Bellet. J'ai fondé la société Trustim Finance il y a maintenant une quinzaine d'années. Et nous avons une spécificité chez Trustim Finance, c'est que nous investissons sur les sociétés en fonction de leurs indices de satisfaction client. Alors pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure des années, nous nous sommes rendus compte que la finance avait tendance à se regarder le nombril et à regarder des choses qui n'étaient pas directement liées à l'activité de l'entreprise. Et donc, en s'appuyant sur différents travaux qui liaient la satisfaction client et la rentabilité de l'entreprise, on s'est rendu compte que le monde du marketing d'un côté, vous tous ici, et le monde de la finance de l'autre ne se parlaient pas du tout, alors même que chacun avait une technicité, un savoir-faire qui pouvait enrichir l'autre. Et donc, nous avons compris que l'entreprise avait un intérêt évident à ce que son actif client soit bien géré et que ça permettait d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et donc, nous sommes arrivés sur ce monde de la satisfaction client pour découvrir ce monde du marketing et découvrir que ça avait un intérêt extrêmement important
dans la valorisation des entreprises et sur la performance des entreprises, et donc sur la valorisation des fonds que nous gérons. Donc nous avons lancé un fonds qui s'appelle Trust Team Rock, sur lequel on investit sur le monde entier, sur les sociétés à travers cette analyse marketing. Et notre objectif est de montrer que les entreprises qui ont le souci du client, qui ont la capacité de répondre aux attentes des clients dans la durée, qui ont une culture client bien ancrée, sont des sociétés qui, d'un point de vue boursier, puisque nous investissons uniquement sur des sociétés cotées, feront des performances meilleures que les autres. Et donc, la relation client, les centres d'appel et tout ce qui est parfois considéré comme plus un coût, nous sommes en train de démontrer au fur et à mesure de la vie du fonds que c'est un véritable investissement pour l'entreprise et qu'investir 1 euro dans l'expérience client, c'est s'assurer non seulement de faire de la croissance, mais en plus d'améliorer sa rentabilité. Alors en fait, comment ça fonctionne ? La satisfaction client, à partir d'un certain niveau de satisfaction, quand les indices de satisfaction sont très élevés, on a des clients qui sont beaucoup plus fidèles, un bassin de clients fidèles. Et ce bassin de clients fidèles, non seulement il va vous permettre à la société d'avoir une croissance du chiffre d'affaires ou, dans une période difficile, une stabilité du chiffre d'affaires, mais en plus, ces clients satisfaits, ils vont en parler autour d'eux. Et donc, le coût d'acquisition des nouveaux clients va être moins élevé. Or, le coût d'acquisition des nouveaux clients, c'est vraiment un coût dans l'entreprise qui est en train d'exploser avec la révolution digitale que nous traversons actuellement. Et c'est un coût qui est de plus en plus important et de plus en plus aléatoire quand les budgets sont mal orientés. Donc la satisfaction client élevée, c'est des clients fidèles qui en parlent autour d'eux. Et donc, s'ils en parlent autour d'eux, le coût d'acquisition est plus faible. Et en plus, il y a un lien direct avec ce que nous appelons dans la finance le pricing power, qui est un terme un peu barbare pour signifier que l'entreprise va maîtriser ses prix et aura la capacité, quelle que soit la conjoncture dans laquelle elle se trouve, de monter les prix. Alors ce pricing power a un vrai lien avec la satisfaction client. Il y a un exemple que j'aime bien donner qui est Nespresso. Donc Nespresso, c'est une société qui s'est construite à l'envers, qui a commencé par faire des enquêtes de satisfaction client pour essayer de comprendre les attentes du client. Et la première attente qui est venue dans ces enquêtes, c'est un café qui ait le même goût tous les jours. La deuxième attente, c'était un café qui soit facile à faire. Et donc à partir de là, Nespresso a construit sa société pour répondre à ces deux attentes. Donc ils ont acheté une société qui encapsulait le café, et puis ensuite, ils ont mis en place les systèmes de machines et de capsules. Et du coup, ça a été un succès quasi immédiat. En quelques années, la société est passée de 0 à 4 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires. Et la rentabilité de Nespresso n'est pas connue. Et elle n'est pas connue pour la bonne et simple raison qu'ils vendent du café, ils nous vendent du café, parce que personnellement, je suis un adepte de Nespresso. Ils nous vendent du café à 70 € le kilo. Alors pour vous donner une idée, un café très haut de gamme vendu dans les épiceries de luxe, c'est vendu autour de 15 ou 16 € le kilo. Donc ils vendent du café à 4 fois le prix. Et de façon continue, ils gardent des parts de marché supérieures à 50%, alors même que le linéaire des cafés dans les hypermarchés ou les supermarchés est extrêmement important. Et pourquoi ils conservent cette part de marché ? Pourquoi les gens dont je fais partie continuent d'acheter les capsules Nespresso ? Parce qu'ils ont une orientation client extrêmement forte, qu'ils ont une relation client en permanence qui leur permet de rester extrêmement attentifs aux évolutions de leurs clients et à répondre sans arrêt aux attentes du client. Donc un vrai modèle orienté client qui permet d'avoir ces clients fidèles dont je vous parlais, un coût d'acquisition des clients plus faible puisque les gens en parlent autour d'eux, et ce pricing power qui va permettre ensuite aux sociétés d'avoir des marges qui sont très élevées, et je vous montrerai quelques exemples par la suite. Alors comment nous fonctionnons ? Parce que pour gérer notre fonds, on commence par faire des enquêtes de satisfaction client. Nous avons un partenariat exclusif avec Ipsos depuis maintenant plus de 4 ans, avec qui nous réalisons des enquêtes. La dernière enquête réalisée avec Ipsos porte sur 15 secteurs dans les 5 plus grands pays d'Europe, avec un panel de sondés de plus de 30 millions de personnes. Et donc, ce que nous voulons voir, c'est quelles sont les entreprises qui, du point de vue du client, sont les plus intéressantes. Quelles sont les entreprises qui ont un plébiscite du point de vue du client ?
dans tous les secteurs. Ça va des secteurs des télécoms à l'énergie, au secteur du luxe. Tous les secteurs sont concernés par la satisfaction client. Dans une deuxième étape, nous allons vérifier que l'entreprise a répondu aux attentes du client, non pas par chance, mais parce qu'elle est réellement organisée pour répondre aux attentes du client. Et donc, on envoie et on soumet des questionnaires aux entreprises. Alors, c'est des questions qui, pour vous, vont paraître basiques, mais pour nous, financiers, sont des questions très complexes. Par exemple, comment mesurez-vous les attentes de vos clients ? Comment répondez-vous à ces attentes et comment mesurez-vous la réponse que vous avez apportée à ces attentes ? Comment traitez-vous les clients insatisfaits ? Est-ce que vous avez un Chief Customer Officer ? Est-ce que les salariés sont rémunérés sur la base d'indices de satisfaction client ou sur des critères quantitatifs usuels, etc. Tout un tas de questions pour comprendre l'organisation de la société et sa culture client. Alors il faut savoir que quand on a lancé le fonds il y a 5 ans, à peine 10% des sociétés étaient capables de nous apporter une réponse, ce qui prouve bien que les sociétés et surtout les départements financiers sont très éloignés de ces notions qui tournent autour du client. Aujourd'hui, avec cette révolution digitale qui monte en puissance, le taux de réponse s'est amélioré. On est plutôt autour de 50% en taux de réponse, ce qui prouve que le monde financier est en train de faire un pas vers le monde du marketing. Et c'est ce que nous essayons de montrer à travers notre fonds. Donc ce questionnaire nous permet d'éliminer encore certaines sociétés qui ont répondu aux attentes des clients par hasard, parce qu'un produit correspondait à ce moment-là à une attente, mais qui ne faisait pas l'objet d'une démarche complète et d'une culture client forte au sein de l'entreprise. Et puis la dernière étape, c'est évidemment une étape financière, parce qu'il faut bien qu'on retourne à ce qu'on sait faire, c'est là qu'on est le plus rassuré. Donc on fait une analyse financière avec un objectif qui est de s'assurer que la société n'est pas surévaluée, parce que nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure des années qu'une société surévaluée avait tendance à vouloir justifier cette surévaluation. Souvent, les salariés sont actionnaires de la société, donc si la société est surévaluée, elle risque de baisser. Donc il faut absolument justifier cette évaluation en faisant de la croissance, en faisant des acquisitions, en faisant des diversifications produits. Or, tout ça est très destructeur de satisfaction client. Donc il faut être très vigilant sur la valorisation de l'entreprise, parce qu'il y a un vrai lien entre satisfaction client et valorisation de l'entreprise. Au total, nous retenons 50 sociétés dans les fonds. Oui. Quel point, pardon ? Tout à fait. Alors la survalorisation d'une entreprise, sachant que nous investissons sur des sociétés cotées, oblige l'entreprise à justifier cette survalorisation auprès des actionnaires pour éviter que les actionnaires, les derniers entrants qui auraient acheté des titres à des prix élevés, se retrouvent avec une société qui baisse, ou de leurs salariés, parce que souvent, dans les sociétés cotées, je vous rappelle que nous investissons uniquement sur des sociétés cotées, les actionnaires se retrouvent avec des plans d'action. Et donc, si le titre baisse, on obtient le résultat inverse de ce qu'on espérait, c'est-à-dire une démotivation des salariés qui voient leur action dégringoler. Donc l'entreprise essaie toujours d'améliorer sa valorisation, mais comme l'entreprise part d'une situation surévaluée, il faut faire plus de croissance, il faut faire plus de développement, et donc on arrive dans l'aléatoire, c'est-à-dire l'acquisition de trop qui mène la société dans une situation financière délicate. On l'avait connu autrefois avec Vivendi, par exemple, ou alors les développements aléatoires sur d'autres produits sur lesquels la société n'a pas d'avantage compétitif, pas forcément de savoir-faire. Le management va se concentrer sur la sortie de nouveaux produits, et ce faisant, ça va détruire la satisfaction client de l'entreprise, à la fois parce qu'il y aura une pollution en termes d'image avec les nouveaux produits, et puis parce que, évidemment, pour développer quelque chose, il faut couper par ailleurs, et donc ce seront les clients initiaux qui verront leurs services diminuer. Donc au total, on retient une 50aine de sociétés qui sont donc les leaders en termes de satisfaction client et les sociétés les plus organisées pour répondre aux attentes des clients. Alors on vous a mis quelques exemples pour illustrer, qui sont des exemples à la fois de sociétés qui sont orientées clients et de performances boursières. Alors évidemment, une des plus emblématiques, c'est Amazon, une société qui n'existait pas il y a 20 ans, qui aujourd'hui dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Jamais aucune société n'a réalisé une telle croissance dans l'histoire des sociétés.
Et c'est une société qui a un seul credo, c'est sur le long terme, les intérêts de l'actionnaire et du client se rejoignent. Et donc Amazon a sans cesse réinvesti pour le client. Tout l'argent qui est gagné, tous les cash flows qui sont générés par l'activité sont réinvestis pour avoir un site le plus sûr possible, le plus convivial, pour avoir une logistique la plus performante, capable de s'adapter à des variations extrêmement importantes dans les colis à traiter, etc. Et toujours pour satisfaire le client, sans jamais faire de résultats. Donc pour les financiers, Amazon est une société aléatoire sur laquelle il est compliqué d'investir puisqu'elle ne va jamais verser de dividendes et elle ne va jamais faire de bénéfices. Par contre, si on regarde côté client, on voit que c'est une société merveilleuse qui investit beaucoup pour le client, qui construit vraiment une situation de monopole avec des concurrents qui sont très très loin derrière et un potentiel de développement très important à la fois sur des nouveaux pays et sur des nouveaux produits sans arrêt. Personne n'aurait imaginé il y a 10 ans que Amazon vendrait des objets d'art, des voitures, de l'alimentaire. Et pourtant, c'est le chemin qu'ils ont parcouru. Et en termes boursiers, ce qui est très intéressant, c'est que la performance d'Amazon est une des performances les plus fortes sur les 15 dernières années, voire la performance la plus forte. Et que sur l'an dernier, qui était une année boursière très difficile, où les marchés n'ont pas fait grand-chose, le titre Amazon a quand même progressé de 83%. Donc pour nous, financiers, c'était plutôt un bon investissement. Après, nous avons des écarts très importants entre les sociétés qui ont les indices de satisfaction client élevés, qui sont orientés clients, et celles qui ne le sont pas. Dans le monde de la banque, les banquiers traditionnels ont des taux de satisfaction, quel que soit le pays dans lequel on se positionne. Les banques traditionnelles ont des taux de satisfaction qui oscillent autour de 60%, donc des taux qui sont très bas. Là où des nouveaux acteurs online, des Boursorama en France ou autres, ont des taux de satisfaction qui sont supérieurs à 90%. Et là où des acteurs comme Google et Amazon, qui évidemment sont des concurrents demain pour les banques traditionnelles, ont aussi des taux de satisfaction très élevés et ont évidemment non seulement des quantités d'informations importantes sur les clients, mais ce souci du client. Et donc, en face, nous avons une banque en Europe qui s'appelle Svenska Handelsbanken, une banque suédoise qui est construite à l'envers. C'est-à-dire que c'est un modèle avec des banques, des petites agences dans les quartiers, avec les salariés qui doivent absolument habiter dans le quartier dans lequel ils travaillent. Il n'y a absolument pas de rémunération variable. Enfin, c'est une banque qui pense client et qui vit client au quotidien. Les taux de satisfaction chez Svenska Handelsbanken sont supérieurs à 85% sur les 10 dernières années. Et la variation est plutôt positive. La banque a décidé de se développer au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le royaume des Barclays et HSBC, des espèces de banques mastodontes pour qui le client est plus une vache à lait qu'un vrai client. Et donc, dans ces pays, Svenska Handelsbanken fait des croissances de 30 à 35% par an. Et du coup, quand on regarde le parcours boursier, eh ben, on voit un écart considérable, puisque ce qu'on vous a mis, c'est que voilà, sur les 10 dernières années, la Société Générale est à moins 52%, quand Svenska Handelsbanken a fait une hausse de 90%. Donc en retour sur investissement, évidemment, l'écart est considérable. On aurait pu vous mettre les constructeurs automobiles, l'écart entre un BMW, par exemple, qui a les taux de satisfaction qui sont sans arrêt au-dessus de 83% depuis 10 ans, et un Peugeot qui a les taux de satisfaction qui sont plutôt autour de 60%. L'écart sur 10 ans est considérable. À titre indicatif, Peugeot a été sauvé 2 fois par l'État au cours des 10 dernières années. BMW conserve des marges d'exploitation extrêmement élevées et a une trésorerie qui lui permettrait d'acheter Peugeot sans entamer l'intégralité de sa trésorerie. Alors le fonds que nous gérons depuis maintenant un peu plus de 5 ans s'appelle Trust Team Rock. Et donc c'est un fonds qui fait plus du double de la performance de la moyenne des fonds internationaux. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque ça montre que cette approche satisfaction client est génératrice de performance. Et donc au sein de l'entreprise, tout ce qui est investi pour le client, pour améliorer la relation client, finalement va générer de la performance pour les actionnaires et va générer de la performance financière. Le retour sur investissement est extrêmement élevé, mais c'est extrêmement long aussi puisqu'on ne s'invente pas
expert client. On n'invente pas l'expérience client dans sa société du jour au lendemain. Donc il faut avoir la patience d'instituer une culture client dans l'entreprise. Ça peut prendre des années, mais c'était extrêmement payant. Et donc nous avons lancé un deuxième fonds qui investit sur l'Europe et qui là aussi, depuis 2 ans, a creusé un écart considérable avec les autres fonds européens, uniquement avec ces sociétés liées à la satisfaction client. Alors on vous a mis quelques chiffres qui sont intéressants. Je crois que vous pourrez regarder le film si vous n'arrivez pas à les prendre en photo. Voilà, quelques chiffres qui montrent à quel point l'expérience client, à quel point le traitement du client est extrêmement important. On aime bien parler de cette histoire de Dave Carroll, qui était un guitariste qui avait pris la United Airlines. Et malheureusement, on lui avait cassé sa guitare en transportant, en mettant les bagages dans la soute. Et il s'en était rendu compte plus d'1 semaine après. Donc il a appelé United Airlines pour demander si on lui remboursait sa guitare qui était cassée, alors même qu'il devait faire un concert. Et là, la réponse qui lui est parvenue était qu'il avait dépassé les 24 heures pour signaler un objet brisé. Et donc on ne pouvait rien faire pour lui. Et la personne lui a raccroché au nez violemment. Donc Dave Carroll a fait une petite vidéo sur YouTube pour expliquer évidemment ses déboires. Alors je vous invite à la regarder parce que c'est une vidéo qui est extrêmement bien faite et qui a eu plus de 12 millions de vues dans les semaines qui ont suivi et qui continue d'ailleurs d'augmenter son nombre de vues en millions. Et du coup, il en a fait 2 autres et il est devenu consultant en satisfaction client. Et United Airlines court encore après Dave Carroll pour essayer de lui faire des vidéos un peu plus positives sur United Airlines. Voilà, alors ce qui est intéressant pour les financiers que nous sommes, nous, c'est que ces chiffres sont loin d'être connus par tout le monde. Alors pour vous, c'est des chiffres que, évidemment, vous connaissez probablement. 15 clients des clients les plus fidèles contribuent à 60% des ventes. Donc évidemment, il faut toujours essayer de fidéliser sa base de clientèle pour ne pas avoir à dépenser de l'argent pour capter simplement quelques clients. D'ailleurs, acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de conserver un existant. C'est là aussi un élément extrêmement clair et précis que nous retrouvons dans nos investissements d'une façon claire et précise aussi. Marie-Louise, je ne sais pas au point de vue temps où on a le temps. Alors en fait, pour créer ce fonds, nous nous sommes appuyés sur les travaux qui ont été réalisés à Harvard depuis le début des années 70. Donc il y a 40 ans de littérature que vous pouvez retrouver sur le site de Harvard, avec notamment Claes Fornell qui a monté la CSI, une société d'études qui est aujourd'hui présente aux États-Unis, en Asie et au Royaume-Uni. Et eux ont travaillé depuis le début des années 70 sur toutes ces statistiques et toute cette analyse de l'impact de la satisfaction client sur la rentabilité de l'entreprise. Et ils ont vraiment démontré qu'il existait un lien réel entre satisfaction client et rentabilité de l'entreprise. Et nous, quelque part, nous continuons son œuvre et nous continuons d'être étonnés par la performance des sociétés qui ont des indices de satisfaction client élevés dans la durée et qui ont cette capacité de satisfaire les clients. Alors, il y a aussi des liens qui ont été prouvés entre satisfaction client et satisfaction des salariés. Donc, les sociétés qui ont cette culture client ont en général des salariés qui sont beaucoup plus heureux parce que, d'abord, il y a moins de plaintes à traiter. Et dans un deuxième temps, les salariés ont cette capacité de se projeter dans l'image de l'entreprise et dans l'avenir de l'entreprise. Et donc, ils viennent plus pour développer un projet que pour travailler réellement. Et ça donne un sens à leur travail. Voilà, j'ai essayé de respecter les délais. Si vous avez quelques questions. Bonjour Christophe Bouguereau, j'avais une question concernant votre graphe où on voit que dans les années 2011, les valeurs sont à peu près équivalentes et qu'ensuite progressivement ça se distend. Donc je voudrais avoir l'explication en fait. Alors en fait, en 2011, sur les marchés financiers, on a connu un krach extrêmement violent lié
à la faillite de la Grèce et de quelques pays d'Europe et la fameuse crise des subprimes dans sa deuxième étape. Et donc, ce que nous avons observé, nous, c'est que dans un premier temps, les sociétés qui avaient des indices de satisfaction client élevés voyaient leur chiffre d'affaires baisser, évidemment, parce que la crise était très forte, mais d'une façon moindre que les autres. Comme sur la durée, les entreprises qui ont les niveaux de satisfaction client élevés ont des marges plus élevées, elles avaient une capacité de résistance plus forte. Et surtout, et c'est là que l'écart s'est creusé, c'est la capacité de rebond. Évidemment, quand vos clients sont satisfaits, à un moment donné, quand la crise est forte, ils vont quand même couper dans la dépense. Mais quand la situation va commencer à s'améliorer, ils resteront sur l'expérience client qui était favorable et ils reviendront d'abord chez vous. Alors ce que nous observons, nous ne l'observons pas simplement dans les clients retail, hein, on l'observe aussi dans le B2B. Et tous les secteurs aujourd'hui sont concernés par la satisfaction client. Il n'y a pas de secteur qui échappe à nos enquêtes. Même le secteur du luxe, au début on se demandait si c'était raisonnable par exemple de faire des enquêtes dans le secteur du luxe. Et on s'est rendu compte que non seulement ces enquêtes étaient extrêmement intéressantes et nous apportaient des éléments extrêmement forts sur ce secteur du luxe, mais qu'en plus, il y avait une volonté des gens aujourd'hui de répondre à ces enquêtes pour exister. Il y a du Facebook, il y a du Twitter, les gens existent aujourd'hui en parlant d'eux, et donc ils ont cette volonté, cette envie de donner des informations sur leur vie, leur quotidien, qui les aide dans ce quotidien et qui finalement les contrarie. Et donc, on a vu effectivement dans les années 2012-2013 un fort écart se creuser, qui était lié aux sociétés qui revenaient plus vite, et puis qui était lié aussi aux sociétés sur lesquelles on n'avait pas investi parce que les taux de satisfaction étaient bas, notamment les banques, hein, qui ont beaucoup souffert dans cette époque, mais parce qu'elles étaient devenues tellement éloignées du client qu'elles avaient développé différents métiers, les banques d'investissement, et j'en passe et des meilleurs, et du coup, elles s'étaient perdues. Et donc, quand une société se perd, qu'elle n'a plus ses clients en ligne de mire, elle met beaucoup de temps à rétablir une situation financière satisfaisante. Et évidemment, les marchés financiers mettent beaucoup de temps à refaire confiance. On le voit à travers l'exemple de la Société Générale. On est encore à plus de 70% des plus hauts historiques, qui étaient en 2007. Donc, il en faut du temps. Il va falloir beaucoup de hausse pour que la Société Générale retrouve ses cours de 2007. À l'inverse, Svenska Handelsbanken, la petite banque suédoise dont je vous parlais, elle n'est qu'à 20% de ses plus hauts historiques. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question pour finir. De toute façon, après la présentation sur l'UCPA, je serai toujours là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Du coup, une transition qui sera extrêmement rapide. Du coup, après les chiffres du financier, les chiffres du métier et le dernier petit mot de Jean-Sébastien. Oui, juste pour vous signaler que nous avons réalisé un livre blanc sur la satisfaction client, moteur de performance financière, et que donc si vous en voulez un exemplaire, n'hésitez pas à venir me voir, j'en ai quelques-uns ici. Bonjour. On va faire un petit peu le grand écart parce que je ne représente pas le monde de la finance mais le monde associatif. L'UCPA, c'est l'Union nationale des centres sportifs de plein air, donc association de loi 1901. L'objectif de ma presse, je vais faire une petite page de pub évidemment, et puis après je vais sans tabou vous dévoiler des chiffres qui concernent l'activité insatisfaction client, le traitement du client mécontent. Voilà, donc je vais vous dévoiler un certain nombre de chiffres qui restent évidemment confidentiels et entre nous. Tout à fait. Voilà. Donc l'UCPA, c'est à peu près 3 millions de clients par an. On a 3 métiers. Le métier des vacances, à partir de 6 ans jusqu'à 40 ans, voire 55 ans pour certains produits. Donc on a 213 000 clients sur le monde des vacances, donc en France ou à l'étranger, en aventure France ou en aventure lointaine. Notre deuxième métier, c'est là où on a le plus de clients, c'est sur les loisirs sportifs, c'est 3 millions de clients. Donc on va gérer pour le compte de collectivités territoriales des équipements, des piscines, centres équestres, bases de loisirs, des piscines sur Paris ou en province, des murs d'escalade, etc. Et puis notre troisième métier, c'est le métier de la formation. On forme à peu près 5500 jeunes au métier du sport ou au métier de l'animation,
BAFA, BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou directeur. Et on a 2 écoles de DJ, une à Lyon et une à Poitiers. Voilà, donc ça, c'est tout le périmètre de l'activité. Voilà, donc je ne vais pas faire tous les chiffres. On représente 80 activités sportives, eau, terre, mer. Voilà, on a 126 sites en France, 108 destinations à l'international dans les pays qui ne sont pas en guerre. Et puis, on fait aussi de la croisière. Voilà. Et enfin, pour animer tout ça, on est presque 8000 salariés, dont, on va dire, 2000 permanents. Et le reste, ce sont des saisonniers. Ce qui explique aussi un peu une approche du parcours collaborateur, parce qu'on a beaucoup de turnover, évidemment, de salariés. Voilà, et puis donc on est le premier employeur dans le métier du sport en France. Ça, c'était sur la partie UCPA en général. Donc je vais faire un focus sur la partie réclamation, le traitement des réclamations. Première chose, l'UCPA se fixe un objectif d'avoir moins de 4 clients sur 1000 qui réclament. Alors ça ne veut pas dire qu'on ferme tous les canaux. On va encourager les clients à exprimer leur mécontentement, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'en termes de délivrance de la prestation de nos services, qu'on soit bon pour éviter d'avoir des clients mécontents. Donc ça, c'est l'objectif, c'est notre indicateur stratégique qui est suivi en comité de direction. Là, je vais vous parler de combien coûte à l'UCPA le traitement d'une réclamation. Voilà. Ça, c'est le côté coût, et après, je vais aborder le côté profit. Voilà. Donc là, c'est sans tabou, comme je vous disais. Le coût administratif du traitement d'une réclamation à l'UCPA, c'est 50 €. 50 €, ça comprend la masse salariale, les locations des bureaux, tous les flux informatiques, le papier, tout ce qui est lié au budget de fonctionnement d'un service. Donc 50 €, c'est chaque réclamation qui rentre, quel que soit le canal, c'est 50 € de coût administratif. Ajoutez à cela les coûts de compensation. Coûts de compensation, soit des avoirs ou des remboursements. C'est principalement les 2 gestes qu'on va faire. Le coût moyen d'une compensation, c'est 64 €. Donc chaque réclamation qui rentre coûte en moyenne 114 €. Voilà. Ça peut être aussi pour vous des éléments de benchmark pour voir si dans votre entreprise vous êtes à peu près dans ces eaux-là. Il faut savoir que le service réclamation, il est internalisé, il n'est pas externalisé. C'est important de le savoir. Alors, à tout client mécontent, on ne va pas forcément faire un geste. Comme on a mis, les gestes ne sont pas automatiques. Par contre, on va répondre à tous les clients. 100% des clients auront une réponse. Ça paraît une évidence, mais c'est bien de le rappeler. Donc, on se fixe des objectifs de délai. En moyenne, l'objectif, c'est 10 jours ouvrés maximum. Et si on ne peut pas répondre à ces 10 jours, en tout cas, on a un premier élément qui va être un mail d'attente ou un coup de téléphone pour dire voilà, on a bien pris en compte votre réclamation, mais vous êtes parti au Népal, le temps qu'on interroge l'accompagnateur qui vous a accompagné, il est déjà reparti. Donc, pour avoir ces éléments un peu plus factuels, on va attendre que l'accompagnateur, pour avoir ces éléments de réponse, revienne, et puis il nous apportera ces éléments de réponse et on pourra vous répondre. Voilà. Donc, des fois, on a des délais qui dépassent un peu, mais on essaie de manager cette attente. Donc 60% des clients qui réclament n'ont rien. N'ont rien en termes de gestes, mais ils ont des explications. Pas des justifications, des explications. Et puis, pour certains d'entre eux, 40%, on va faire un geste qui va se transformer soit en avoir, un bon à valoir sur un prochain stage, valable 24 mois, et il peut être prolongé sans difficulté. L'objectif, c'est que le client reparte. Et puis, une partie en remboursement. Remboursement, c'est quand à un moment donné, on a loupé vraiment une prestation, on ne peut pas faire autrement que la rembourser. Alors la ventilation avoir remboursement, c'est un peu celle-ci. Alors donc 22% des clients qui ont exprimé leur mécontentement vont avoir un avoir, qu'à de le dire, des 19% un remboursement. Ça, à ceux à qui on n'a fait aucun geste. Ceux à qui on a répondu, on a expliqué notre position par écrit, par téléphone, via le canal Twitter, parce qu'on a ouvert il y a 1 an un canal Twitter spécifique aux clients pour les demandes, pour les réclamations, en cas de crise aussi. Donc ceux à qui on n'a pas fait de geste, eh bien 39% vont repartir quand même à l'UCPA. Ceux à qui on a fait un remboursement,
54% d'entre eux vont repartir avec nous. Et ceux à qui on a fait un avoir, 63% d'entre eux vont repartir. Donc ce n'est pas parce qu'on fait un geste qu'ils ne vont pas repartir, il y en a quand même qui vont repartir, mais on voit que plus on fait un geste et un avoir, plus on sent que le client va repartir avec nous. Voilà. Ceux qui n'ont pas utilisé l'avoir, c'est soit il y a pu avoir plusieurs choses, ils ont oublié qu'ils avaient un avoir, ça arrive, ou ils ont un changement dans leur vie. Voilà, je partais en célibataire à l'UCPA, je trouve l'âme sœur, eh bien, je pars moins à l'UCPA, donc il y a des périodes de la vie où le client il part moins. Voilà. Les clients qui ont eu un avoir, en moyenne, ils dépensent 6 fois plus que le montant qu'on a, donc des 6 fois les 64 € de gestes qu'on a pu faire. Voilà, c'est une moyenne. Et ils mettent en moyenne donc aussi 200 jours pour réutiliser cet avoir. Je pars l'été, je réclame en septembre, voilà, je vais m'inscrire, on va dire en avril, pour repartir l'été prochain. Voilà, c'est un peu le cycle d'utilisation de l'avoir. Alors, on a l'habitude de faire une enquête de satisfaction post-réclamation. Alors, autant dire, quand on met ça en place, les résultats ne sont pas les mêmes qu'une enquête post-séjour. Voilà, on a 97% des clients qui sont globalement satisfaits du CPA. On a 65% qui sont très satisfaits. Ça, c'est juste pour vous donner des éléments de comparaison. Alors, quand on mesure la satisfaction client post-réclamation, là, on voit qu'on a 60% de clients qui sont globalement satisfaits. Alors moi, en tant que directeur de la relation client, ça ne me satisfait pas suffisamment. Mais en tout cas, c'est en transparence que je vous donne de ces résultats. Derrière, évidemment, il y a des plans d'action pour voir comment on peut mieux satisfaire nos clients sans forcément faire des gestes à tout prix. On n'a pas fait la politique de dire vous réclamez, on vous fait un remboursement. Là, ce n'est pas viable. Certains l'ont tenté, mais ce n'est pas dans le temps, ce n'est pas une bonne habitude. En plus, quand on fait un geste systématique avec le bouche à oreille, ça c'est rapidement. Et après, voilà. Donc, on n'est pas des usines à fabrication de gestes d'avoir. Donc, on étudie. On essaie d'être professionnel, de prendre une position. Et donc quand même, il y en a qui n'apprécient pas qu'on ne fasse rien. Voilà. Par contre, aussi, on mesure, suite à votre réclamation, est-ce que vous comptez revenir à l'UCPA? Donc là, on a 61% de clients qui expriment leur intention de retour. Par rapport à par rapport à l'enquête post-stage, l'enquête post-stage montre que 67% déclarent vouloir revenir à l'UCPA. Donc on a quand même un petit écart qui est de quelques points, mais on voit que grâce au traitement, un bon traitement des réclamations dans des délais vraiment assez courts, plus on attend, plus ça s'envenime, et plus le client est mécontent du traitement de la réclamation, au-delà du contenu. Voilà, donc plus on fait vite et bien, plus on améliore ces taux de satisfaction. Il y a une chose qui est importante, donc il y a à la fois le traitement, mais il y a aussi le management de la satisfaction. Je vais en parler juste après dans le ROI. Juste dernier point, je ne veux pas l'oublier, c'est que on a moins de 1% de précontentieux. L'objectif, c'est que je donne le moins de travail possible à mon service juridique. Donc on va essayer de traiter au mieux les affaires, mais certaines fois, on sait que là, on est au bout de la discussion. Alors, soit on passe en médiation. Depuis le 1er janvier 2016, on est obligé d'informer le client que voilà, on peut passer par un médiateur. Soit on peut aller dans des dossiers de précontentieux et de contentieux. Nos dossiers de précontentieux ou contentieux sont généralement suite à un accident de parcours, un accident physique de la personne dans une activité sportive, et donc qui va demander des dommages et intérêts. C'est essentiellement nos dossiers juridiques. Tous les autres dossiers sur les prestations, la perception liée aux prestations, en général, on arrive à les traiter lors du service réclamation pour éviter d'alimenter le service juridique. Donc on a moins de 1%. Donc, juste en termes de conclusion, l'important d'avoir un service réclamation efficace, mais je pense que vous en êtes convaincus, c'est évidemment de limiter le nombre de litiges, le nombre de contentieux, et aussi de réduire les effets liés à l'image, à la notoriété de la boîte. Donc, si on prend l'exemple de Volkswagen, voilà, avec ce qu'ils doivent avoir comme volume de réclamation, d'actions de groupe en France, aux États-Unis, etc., on voit que la réputation de la marque peut être vite entachée. Donc, traiter vite et bien une réclamation peut éviter ces effets.
Le service réclamation, quand je vous parlais de management, ce n'est pas uniquement un traitement, mais c'est aussi un rôle d'alerte en interne auprès du marketing produit, marketing stratégique, auprès de la direction des exploitations, de la production, pour dire voilà, attention, il y a un signal faible, il y a une alerte, il y a des clients qui commencent à réclamer sur tel et tel sujet. Il faut peut-être revoir nos produits, nos services, les améliorer pour éviter donc la réapparition de ces réclamations. Avoir un service réclamation aussi, certains se sont fait fort, c'est rassurant pour le client de se dire bon ok, j'ai choisi de cette marque, il m'est arrivé un accident de parcours, mais derrière j'ai eu un traitement efficace de ma réclamation. Peut-être que ça va me donner envie de revenir, de retenter ma chance avec cette marque donc l'objectif de refidéliser ce client. Et puis évidemment, donc un bon traitement véhicule un bouche à oreille positif et un client qui peut-être était mécontent va se transformer en ambassadeur parce qu'on aura tissé une relation un peu particulière avec lui et donc il saura reconnaître ce traitement efficace. Voilà, j'en ai fini, j'avais 10 minutes de présentation, j'espère avoir tenu le délai. Maintenant, Jean-Sébastien et moi, on est prêts à répondre à vos questions sans tabou. C'est là où je me rends compte que je n'avais pas prévu de questions. Une question, merci madame. C'est une question pour, je ne me rappelle plus du nom de monsieur ah ben voilà, pour monsieur Bourrier. Dans votre service réclamation, est-ce que les gens qui traitent les réclamations ont une autonomie pour pouvoir traiter rapidement et prendre des décisions rapides face aux clients? Tout à fait. L'objectif, c'est qu'il se passe de moi, évidemment. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc, toujours en transparence, elles ont un budget de 5 000 € par an, par personne. Voilà. Donc, ça, c'est des gestes qu'elles vont faire si, après enquête, on voit que bon, la réclamation, on interroge le terrain, on a notre vision, la vision client, donc on est au milieu des deux, on essaye de trancher. Alors des fois, l'exploitation chez nous, les producteurs disent bah non, nous c'est bon, on fait rien, etc. Et on se rend compte que le client il est fidèle, ou à contrario, c'est un nouveau client, donc on va faire un geste pour essayer de regagner sa confiance. Et donc elles ont un budget en autonomie. Moi, je contrôle juste à fréquence tous les 6 mois qu'elles n'ont pas dépensé le budget. Si elles ont dépensé les 5 000 € le premier mois, il n'y a plus de budget après. Donc, mais en général, elles gèrent en bonne mère ou en bon père de famille ce budget. Et généralement, à la fin de l'année, il reste encore un peu d'argent. Donc, c'est leur capacité à être autonome dans la gestion de cette réclamation. Bonjour. Au regard du profil de vos clients, jeunes, dynamiques, sportifs, comment vous gérez la satisfaction et surtout l'insatisfaction à travers les réseaux sociaux, notamment à travers TripAdvisor ou je ne sais pas si vous avez l'insatisfaction qui est directement en lien avec votre site? Non, pas encore. On travaille sur les parcours digitaux, on est un petit peu en retard. Ce qui veut donc dire que chaque réclamation client est directement sur un seul canal. Et donc, non, elle est centralisée. Donc le client, il a accès au canal mail, des canaux classiques, on va dire mail, téléphone, via le call center, via un compte Twitter spécifique, mais il peut très bien s'adresser au site Facebook ou Twitter corporate. Et là, le community manager, il va nous router la demande, le tweet du client, et là, on va nous prendre le relais. Et quand le client il va arriver sur un canal particulier, s'il s'adresse à nous via Twitter, mais très vite on va passer en message privé, très vite on va aller vers le téléphone ou vers le mail. Donc on va changer de mode de contact. En fait, la politique qu'on a essayé de mettre en place, c'est d'avoir des traitements asynchrones. Donc le client il arrive par mail, par exemple, on va essayer au maximum de faire un appel sortant. Voilà, pour essayer à la fois de surprendre le client, voilà, et puis surtout d'avoir préparé l'entretien avec des solutions. Voilà, donc le chargé de relations client va avoir ses solutions en tête, il va contacter le client, il va créer la surprise. Voilà, vous nous avez écrit, on voulait échanger avec vous, etc. Parce que souvent, il y a des attentes relativement implicites dans la tête du client. Des fois, il ne s'exprime pas clairement, on ne sait pas ce qu'il veut.
on ne sait pas ce qu'il attend, donc c'est lors de l'échange téléphonique qu'on va creuser. Donc on peut avoir différents canaux, mais l'objectif c'est d'avoir un appel sortant, sauf à certaines périodes où on est surchargé. Je ne peux pas malheureusement dimensionner comme je veux mon service, et donc on va répondre plus par écrit, un mail d'attente, et puis on va répondre par écrit et pas par téléphone durant les périodes notamment de août-septembre, quand là on a le plus de clients, notamment les Parisiens un peu mécontents. Je vais être galant, je suis désolé. Bonjour. Au-delà du traitement proprement dit de la réclamation, est-ce que vous avez mis en place un programme vertueux de traitement, d'analyse et de traitement des dysfonctionnements? Oui. Donc je gère à la fois la relation client et la qualité. Donc ça me facilite le job, on va dire. Donc quand je prends mon autre casquette de qualiticien, effectivement, donc on a un processus d'amélioration continue. L'objectif donc c'est remonter les sources récurrentes d'insatisfaction, à la fois donc au marketing produit, à la fois à la direction des exploitations. Donc j'ai des relais, on va dire, sur le terrain. J'ai quelqu'un qui est en charge de la transformation des parcours clients, et donc à travers lui, s'il y a un dysfonctionnement sur un site, par exemple, on va commencer à attaquer ce site, entre guillemets, pour voir où on peut remédier au dysfonctionnement. Donc on a des plans d'amélioration, et on va mesurer l'efficacité aussi de ces plans d'amélioration à travers la mesure de la satisfaction que l'on fait. Chaque client qui part donc en vacances va recevoir une enquête de satisfaction. Donc ça permet de mesurer si les actions qu'on met en place, elles produisent des effets. Donc ce plan d'action, il est aussi suivi au niveau des CODIR. Voilà. Donc il y a tout un process qui est mis en place pour éviter cette réapparition. Mon DG me dit toujours, il y a deux services que je veux voir disparaître, c'est le service réclamation et le service solidarité chez moi. Voilà. Bon, je lui dis qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et de beaux jours devant nous parce qu'on considère la réclamation comme une chance. Hein. Ce qui est le plus terrible, c'est d'avoir les passifs flingueurs. C'est ces gens-là qui ne s'expriment pas et qui vont faire du bouche à oreille négatif. Donc l'objectif, c'est qu'ils viennent s'exprimer pour avoir une chance de les reconquérir. Voilà, donc on est positif quand on reçoit une réclamation. Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Bellet. J'imagine qu'au niveau de l'exemplarité, vous mesurez la satisfaction de vos clients? Oui, je ne sais pas si ce micro fonctionne. On mesure la satisfaction de nos clients, et même nous sommes en train de réaliser la première enquête dans le monde de la finance pour aller comprendre les attentes des clients. Alors, nos clients sont à la fois ce qu'on appelle les CGP, donc les conseillers en gestion de patrimoine, des anciens des courtiers qui vendent des produits financiers. Nos clients sont aussi des institutionnels, des mutuelles, des banques, des compagnies d'assurance qui investissent dans nos fonds. Et puis aussi tout le monde, tous les particuliers qui, à travers leur PEA, leur contrat d'assurance vie, ont la possibilité d'acheter nos fonds qui sont dans le domaine public, qui sont cotés de façon quotidienne. Et donc, on lance pour la première fois une grande enquête en partenariat avec Ipsos et un site qui s'appelle Club Patrimoine dédié aux professionnels. Nous lançons une grande enquête de satisfaction client pour comprendre les attentes de toutes ces catégories de clients qui sont très différents et essayer d'apporter la meilleure réponse. Oui. Bonjour, Fabienne Torlotin. En fait, je suis responsable du programme client chez Konica Minolta, dans un programme de transformation aussi. Et c'est pour Stéphane Bourrier. J'ai une question particulière parce qu'on est en plein dedans aussi dans les programmes de transformation sur la partie des réclamations. Et je voudrais savoir, avez-vous, vous, du pouvoir en fait sur les autres départements quand vous avez en fait des modifications fortes à faire? C'est-à-dire, si on vous dit, bah voilà, il y a un problème sur la facturation, concrètement, et que vous devez vous adresser à l'administration, est-ce que vous avez le pouvoir de changer les choses, et rapidement? Alors, le pouvoir, oui. Rapidement, non. Donc, il faut être patient. Effectivement, le métier qualiticien apprend à être patient. Donc, effectivement, il y a toujours un délai. Il faut convaincre parce qu'on va dire oui, mais c'est qu'un client qui a réclamé. Donc, il y a l'effet volume qui ne joue pas forcément en notre faveur parce que tous les clients ne s'expriment pas. Donc, du coup, on va dire oui, c'est pas représentatif. C'est toujours ce genre de discours. Donc, j'essaie d'arriver avec à la fois les réclamations, les enquêtes de satisfaction, toutes les verbatims qu'on peut avoir pour dire voilà, il y a un vrai souci. Il faut qu'on commence à se mettre autour de la table et avancer sur le sujet. Mais voilà, je ne vais pas y aller qu'avec la partie réclamation. Je vais essayer de créer un collectif autour de toutes les données clients que je vais avoir pour dire voilà, il faut vraiment travailler sur le sujet. Mais non, je n'ai pas malheureusement la baguette magique pour transformer malheureusement les choses rapidement. Mais ça se fait, ça se fait.
faut être patient, il faut revenir à la charge. Quand je vais voir un financier, il faut que je lui parle de finance, évidemment pour qu'il me comprenne. Quand je vais voir un producteur, je vais lui parler de ses préoccupations. Donc j'essaie d'adapter le langage et pour que le message passe. Une autre question? Bonjour, donc moi je suis en charge du service clientèle chez Accor Hotel, vaste programme. Et on est en train justement de simplement commencer d'initier depuis très peu de temps les remontées expérience client auprès de la direction financière. Donc je suis ravie d'entendre que c'est une bonne pratique pour la suite. Et je voulais savoir si aujourd'hui vous testez des pratiques ou vous mettez en place des passerelles ou proposez en tout cas des liens plus simples ou voilà, comment ça peut se retranscrire dans la vraie vie. Comment on fait pour remonter? Nous, clairement, c'est des expériences clients. Donc, on est vraiment dans de la matière, dans ce que dit le client, la voix du client, qu'on remonte, qui aujourd'hui est à la main de la direction financière qui le porte auprès du CODIA. Donc, ça semble très curieux. Les gens ont ri au nez au départ de la direction financière. Ils n'ont pas compris le message. Mais je pense que c'est du coup très intéressant de le faire de cette façon. Vous ne croyez pas si bien dire, c'est que il est encore très rare de voir les informations liées au client, à l'expérience client, à la satisfaction client, remonter jusqu'aux directions financières. Généralement, ce sont les directions produits qui lancent ces enquêtes et soit elles sont mauvaises et celui qui l'a lancé à la direction produit l'a fait disparaître, soit elles sont bonnes et il en profite pour essayer de la faire remonter, mais ça n'a aucun sens. Et donc, ça fait partie des questions évidemment qu'on pose aux sociétés, c'est où vont les études? Et ce qu'on a observé, c'est que pour qu'il y ait une efficacité, un vrai lien entre la satisfaction client et la rentabilité de l'entreprise, il faut que ces études remontent jusqu'au sommet de la pyramide de l'entreprise, et ce, en temps réel. Et donc, nous, on propose des solutions, même si, évidemment, notre métier n'est pas d'être consultant, mais plus de mesurer les bonnes pratiques, en fait. Et donc, on propose qu'il y ait dans les conseils d'administration un administrateur qui soit le représentant du client. En fait, dans les conseils d'administration, vous avez des administrateurs indépendants qui sont le représentant de quelques actionnaires, mais les clients, qui sont l'essence même de l'entreprise, qui sont vraiment ce qui la fait vivre, ne sont pas représentés dans les conseils d'administration. Et c'est une erreur majeure. On y gagnerait à ce qu'il y ait dans chaque société au moins un administrateur qui soit simplement la voix du client à travers ses études et qui évite aux sociétés de faire des mouvements qui se font au détriment des clients et qui détruisent l'actif client. Oui, comme le disait Stéphane, effectivement, c'est Air France qui, encore il y a quelques jours, a mis un fauteuil rouge au sein de son COMEX, un fauteuil rouge vide, comme l'a pu faire, je crois, également Amazon, pour rappeler effectivement la voix du client. Ça me fait dire que cette bonne pratique avait d'ailleurs été partagée par Nord-Auto lors d'une intervention en septembre. Toutes les salles de réunion du groupe Nord-Auto disposent d'un siège vide sur lequel il est marqué client. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des bonnes pratiques qui ont pu être identifiées par l'association et qui sont mis également sur notre site internet. Alors, il y a amarc.asso.fr, mais on a un deuxième site qui est plutôt un guide de bonnes pratiques très opérationnelles sur le management de la satisfaction client et qui lui est bonnes pratiques au pluriel .amarc.asso.fr, sur lequel vous pouvez trouver 95 bonnes pratiques en lien avec la relation client. C'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Et madame a une question à poser. Oui, bonjour, Pascal Rousseau, je travaille pour Rémi Cointreau. Je suis arrivée un petit peu en retard. Quelle a été la genèse de votre association, le pourquoi, le comment? Je pourrais presque donner la parole au fondateur directement, puisque Stéphane fait partie de cela. En fait, en 99-2000, on m'a confié de monter un service réclamation à l'UCPA, parce qu'on mettait 6 mois à traiter les clients mécontents, etc. Donc j'ai monté le service, et puis 2 ans après, j'ai voulu me comparer, pour dire, voilà, est-ce que finalement ce que je fais, c'est bien ou pas bien. Donc je suis allé voir Air France, je suis allé voir les RATP, je suis allé voir le groupe Accor, Chantal Trier à l'époque, je suis allé voir la SNCF, etc. Donc j'ai benchmarké. Et puis ensuite, on sentait qu'on pouvait tisser des liens, des échanges, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un jour un petit déjeuner en invitant dans notre réseau ceux qui étaient un peu dans les mêmes cas. On a eu une quarantaine de personnes qui étaient intéressées par le traitement de la réclamation.
Et en 2004, donc, on a monté une association pour échanger entre professionnels de la réclamation, partager vraiment notre souci du quotidien, du client, de la réclamation. Et voilà, c'est monté comme ça. On est parti à peu, et puis maintenant on est près de 300 entreprises adhérentes, et vraiment dans un état d'esprit convivial, où sans tabou. Là, je vous ai présenté des chiffres, hein, c'est les vrais chiffres, c'est pas des faux chiffres. Hein, vous voyez qu'il y a encore des zones d'amélioration, hein, donc, voilà. Mais c'est l'esprit de l'association. Vous pouvez toujours adhérer. Merci. Ça, c'est ma deuxième casquette. Y a-t-il d'autres questions? On a faim? Juste avant le sandwich, une petite question pour se mettre en appétit peut-être? Non? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Marie-Louise Julien, délégué général de la marque, merci. Merci Jean-Sébastien Bellet, fondateur associé de Trust Team. Merci beaucoup. Et Stéphane Bourrier, directeur qualité relations clients UCPA, mais également président de la marque. Merci pour votre participation. Quant à vous, merci également pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit ou au moins un bon sandwich. Donc, nous reprenons à 14 h avec deux dernières conférences. Audio Jungle.